Bonsoir madame. Bonsoir. Mais voilà, il s'agit de madame Fanta Tegia Temble. Vous êtes originaire du Mali. Mais qu'est-ce que ça nous rappelle le Mali indépendant? Pour commencer. Le Mali indépendant, c'est la joie d'une petite fille, parce que quand le Mali est arrivé aux indépendances, moi j'étais encore jeune, j'étais au lycée, Terrasson de Fougères. C'est la joie de sortir d'une sorte d'oppression. Avoir l'impression d'être libre, au fond de moi. Donc c'est la première impression que votre question m'inspire. D'accord. Alors, essayons un peu de voir la situation du Mali avant l'indépendance. Oui. Qu'est-ce qu'aujourd'hui la nouvelle génération peut retenir de l'époque coloniale du Mali? Bien. Pendant la colonisation, en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu moi, le peuple était dépossédé de sa culture, de son histoire, de son identité. On nous apprenait que nos ancêtres étaient des Gaulois. On nous apprenait que notre histoire n'avait pas d'importance. Donc on nous a, les gens de ma génération et ceux qui sont avant ou après, on nous a fait un genre de lavage de cerveau pour nous adapter à une nouvelle culture. Donc nous, on a été brimés par rapport à notre développement naturel. Alors que les jeunes de maintenant n'ont pas connu cette pression-là. Ça me paraît une différence fondamentale entre notre évolution et la leur. Et donc, quand vous dites « on », c'est-à-dire vous faites allusion aux colonisateurs. Tout à fait. Qui étaient les Français, pour le cas du Mali, qui étaient, disons, la France qui avait colonisé le Mali en 1895 sur les ruines de l'empire Songhai, qui était le dernier empire malien, qui finalement, puisqu'il se dilutait petit à petit, il y a eu d'autres hégémonies qui se sont créées, telles que l'empire Peul du Massina, les royaumes tout couleurs, avec El Hadj Omar Tall, et que finalement, quand les Français sont arrivés, c'était justement à ce moment-là. El Hadj Omar Tall et Cheikh Amadou, qui était le roi des Peuls, El Hadj Omar, roi des tout couleurs, ont fait un djihad pour islamiser le Mali, le peuple du Mali. Donc les colons sont arrivés sur ce fait-là et ils ont combattu ces dernières personnes qui existaient en tant que rois et ils se sont installés. Et ça s'est passé en 1895. Là, vous sortez un terme que l'on entend aujourd'hui, le djihad. Voilà. Qu'est-ce que ça représentait le djihad à l'époque? Le djihad, c'était une guerre d'islamisation des peuples qui ne l'étaient pas. Donc, dans cette région de l'Afrique, donc jusqu'au Sahel, dans tout le Sahel, ce sont les Peuls qui ont mené le djihad pour islamiser les autres peuples de la région, les Bambara, les Soso, les Somono, etc., etc. Donc ce sont les peuples. C'était des guerres de conquête et il fallait coûte que coûte apprendre à accepter l'islam comme la religion. Parce que l'islam existe au Mali, notamment dans le nord du Mali, depuis le 7e siècle. Vous avez des villes comme Tombouctou et Djenné, qui étaient des villes qui étaient extrêmement connues, qui avaient des universités, notamment à Tombouctou, au XIIIe siècle. Il y avait une des plus grandes universités de l'islam se trouvait à Tombouctou, donc au nord du Mali, dans l'empire Songhai. Donc les Maliens de cette région sont habitués à l'islam. Et il se trouve que ce sont les Songhai, les Peuls, etc., qui étaient là, et puis les Berbères almoravides, qui avaient conquis le Mali pendant un certain temps et qui se sont installés là. Donc, quand l'empire du Mali, le dernier empire du Mali, l'empire Songhai plutôt, a battu de l'aile, il y a eu d'autres empires qui se sont créés. Chez les Peuls, dans le Massina, et chez les Toucouleurs, vers la région disons, du Sénégal, etc., Caille et tout ça, avec El Hadj Omar Tall. Donc ce sont ces deux-là qui ont islamisé le Mali
en menant des guerres, mais vraiment des guerres religieuses. Et lorsque les Français arrivent avec le christianisme, oui. Qu'est-ce qui arrive? La confrontation entre les deux djihad, comment ça s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est que comme le Mali était vraiment islamisé depuis le 7e siècle, la chrétienté n'a pas pris dans ce pays. Donc les colons, quand ils ont pu, d'abord ils ont combattu beaucoup de rois, tels que El Hadj Omar, comme je vous disais, aussi tels que Samori Touré, etc., dans le sud du Mali, vers la Guinée et tout. Quand ils ont réussi à s'installer, ils n'avaient pas réellement gagné les guerres. Parce qu'il y a eu des gens qui ont, tels que Samori, qui a résisté pendant 18 ans, par exemple. Vous avez des villes comme Djenné qui ont été assiégées pendant 16 ans avant de tomber. Donc dans cette région de l'Afrique, les colons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont composé avec les populations dominantes qui étaient là, c'est-à-dire les chefs qu'on appelait les chefs traditionnels. Hein. Donc les chefs traditionnels ont gardé, disons, la société telle qu'elle était. Donc voilà, je veux dire, le colon a pris tout ce qui est administratif. Les chefs traditionnels, eux, ils ont gardé donc tout ce qu'ils avaient comme prérogative, comme chef, ils étaient musulmans, ils restaient musulmans, etc., etc. Ce qui fait qu'il y a très peu de musulmans, de chrétiens dans un pays comme le Mali. Très peu, à peu près 5% de la population. Et donc, le colonisateur avait tenté quand même de christianiser le peuple malien. Tout à fait. Mais il n'a pas réussi parce qu'il y avait disons, une religion qui était monothéiste, qui était bien installée, qui en même temps, dans cette religion musulmane, les Noirs, parce que bon, en général, c'est les Arabes qui ont amené cette religion chez nous, en partant du Maroc, parce qu'ils avaient colonisé, les Marocains étaient venus effectivement faire la guerre, et ils se sont installés là, surtout dans la région de Tombouctou et tout ça. Mais dans cette religion, on a les Africains noirs pouvaient être des marabouts, c'est-à-dire les marabouts, c'est pas celui qui fait des gris-gris. Le marabout, c'est celui qui va enseigner l'islam, c'est celui qui est érudit, hein, donc qui va transmettre la connaissance islamique à travers les versets, etc., etc., à travers l'écriture, etc. Donc, contrairement au christianisme, où on a constaté que tout ce qui était à la tête de l'Église était des blancs. Jamais un noir ne pouvait être prêtre ou quoi que ce soit. Alors que dans la religion musulmane, c'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire vous avez la connaissance, vous devenez mufti, vous devenez ce que vous voulez devenir, etc. Donc ça, c'était une différence fondamentale qui a fait que la religion catholique n'a pas pu prendre là où cette religion musulmane était déjà bien implantée. Et donc, dans ce Sahara, ouais. Le Mali, le Sénégal, ouais. y compris même le Bénin, je crois, oui. Tous ces pays environnants ont connu la même influence. Tout à fait. Tout à fait. Parce que, bon, si vous voulez, le Mali actuel, qui s'appelait Soudan français, du temps des colons, ce Mali-là, plus le Sénégal, plus un pays comme la Guinée, plus un pays comme la Haute-Volta, enfin, qui s'appelle maintenant Burkina Faso, mais plus le Niger, tout ça, ça fait partie des empires du Mali, dont le premier était l'empire du Ghana. Ensuite, il y a eu l'empire Songhai qui a été occupé un moment par les Almoravides. Et ensuite, il y a eu l'empire du Mali. Après, il y a eu l'empire Songhai qui a grandi avec Soni Alibert et Laskia Mohamed. Donc voilà, l'empire du Mali avec Soundiata Keïta. Donc tout ça, c'était les mêmes pays. Ce qui fait que quand vous regardez la géographie, même religieuse de cette région, vous verrez qu'il y a un maximum de musulmans dans ces pays-là. Le Mali, le Sénégal, la Guinée, le Niger, ce sont des pays musulmans. Parce que c'était des pays qui appartenaient à la même entité politique. C'est le colon qui a morcelé cette partie de l'Afrique pour pouvoir mieux gérer. Donc, à un moment, on a appelé ça la balkanisation de l'Afrique.
Parce que tout ça, normalement, c'était les mêmes pays. Donc, effectivement, c'était pas facile de gérer. Donc, le colon a morcelé. Ils ont fait des petits pays qu'ils ont appelés, voilà quoi, Sénégal, Mali, Mali, Burkina Faso, qui s'appelaient Haute-Volta, etc., etc. Mais sinon, c'est le même peuple. C'est le même peuple. Alors, comment alors vous êtes, enfin, le Mali, le peuple malien, s'est défait justement des colonisateurs d'hier là? Ça va nous permettre d'entrer justement à l'époque des indépendances. Ben, disons que vers les années après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, puisque tous ces pays-là ont participé à la Deuxième Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des mouvements qui ont commencé à naître, à s'intensifier, pour demander les indépendances. Et donc, en 1960, par exemple, 59 même, à Bamako, il s'est créé un mouvement politique qu'on appelait le Rassemblement démocratique africain, le RDA. Et ce RDA-là avait, et ça c'était dans toutes les colonies africaines, enfin, disons, oui, françaises de l'Afrique, toutes les colonies françaises. Donc en 59, quand ce mouvement s'est créé, chaque pays avait son mouvement démocratique africain. Donc, il y avait des entités un peu partout. Alors, donc, au Mali, par exemple, c'était l'USRDA. C'est l'Union soudanaise RDA, parce que c'était le Soudan français. Bon, la France, voyant ça, plus la guerre de l'Algérie, qu'ils ont commencé, et qui leur posait énormément de problèmes. Et cette même guerre avait des répercussions dans nos pays. Moi, je me souviens très bien, quand j'étais jeune, il y avait des problèmes. Les gens commençaient à se battre entre eux, entre ceux qui étaient vraiment franco-français et ceux qui voulaient l'indépendance. Donc, voyant qu'ils risquaient d'avoir énormément de problèmes, déjà en Algérie, et plus toutes ces colonies-là qui commençaient à bouillonner, ils ont donné ce qu'on appelle l'autonomie en 1959. Il y a eu un minimum d'autonomie, etc. En 1959. Le administratif. Voilà. Voilà. Donc, et après, bon, c'était, disons, l'indépendance était la suite logique, finalement, de cette autonomie qui, en 1960, a eu lieu pratiquement dans tous les pays, dans toutes les colonies françaises, quoi. Pour ce qui concerne le Mali, en 1960, le Mali et le Sénégal, bon, c'était pas le Mali, c'était le Soudan français. Donc, le Soudan français et le Sénégal ont créé ce qu'on appelait la Fédération du Mali. Et cette Fédération du Mali a eu son indépendance en juin 1960. Mais malheureusement, en août 1960, cette fédération, elle était dirigée par Modibo Keïta et par Léopold Sédar Senghor. Ils ne se sont pas entendus sur le choix de qui serait président de la fédération. Donc la fédération a éclaté et c'est à partir de là que le Soudan français a eu son indépendance, donc après, disons, est devenu République du Mali le 22 septembre. Donc le 22 septembre, voilà. Le Mali n'est plus Soudan français, voilà. Il devient... Voilà, il n'est plus Mali. Soudan français, il n'est plus Fédération du Mali. Voilà, et voilà. Donc il devient... Léopold Sédar Senghor va au Sénégal. Tout à fait. Et donc, le Mali, actuel avec Modibo Keïta, voilà. Premier président donc, du Mali. Président. Tout à fait. Alors, l'indépendance commence à partir de ce jour-là. Absolument. Et comment vous l'avez accueilli, le peuple malien? Ben, avec beaucoup de joie, avec énormément de joie, avec beaucoup de fierté, parce que il y a eu avant, justement, l'USRDA avait fait beaucoup pendant ce temps-là. Ils ont informé, ils ont fait un travail d'information très important. Et ils avaient fait énormément de travail d'information, et puis la dignité retrouvée, c'est ce que les gens pensaient. Hein. Ils avaient leur dignité retrouvée. Et puis le fait qu'il y ait eu le problème avec le Sénégal par rapport à la Fédération du Mali. Parce que quand la Fédération a éclaté, tous les Maliens qui étaient là-bas ont été rapatriés d'Ardar au Mali, donc au Soudan. Donc le peuple malien se sentait un peu frustré, disons,
trahi et une deuxième fois diminué. Alors le fait d'avoir créé cette république, les gens se sont sentis, ils l'ont pris à bras le corps, vraiment à bras le corps. Et je me rappelle très bien, pour construire des écoles, pour construire des maternités, et aussi pour construire des infirmeries, parce que tout ça, il n'y en avait pas partout pendant la colonisation. Il n'y en avait pas, il y avait quelques trucs, mais tout ça, bon, on a galvanisé le peuple pour donner vraiment son temps de travail, sa force de travail. Ils appelaient ça les investissements humains. Et les gens y allaient vraiment de très, très, très bon cœur. Et ils travaillaient beaucoup. Et donc, Modibo Keïta, pendant le temps qu'il a régné au pouvoir, ouais. Quel est le souvenir que le peuple malien garde aujourd'hui de lui? Comment il a fait, comment il a travaillé, il a fait avancer le pays? Le souvenir, sous quel angle? Il a fait avancer le pays, comme je vous disais, après la colonisation, il y avait très peu de choses. Hein? Pendant la colonisation, il y avait très peu de choses. Le colon avait fait le Dakar-Niger, donc le chemin de fer. C'était en fait pour pouvoir transférer plus facilement par la mer tout ce qu'il pouvait prendre sur le pays. Les ressources minières, etc., etc. Ils ont fait quelques hôpitaux bon, dans la capitale, mais très peu. Donc il n'y avait pas grand-chose. Donc Modibo Keïta, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est arrivé, évidemment, il a tourné le dos à l'ancien colon, hein, donc à l'ancienne métropole qui est la France. Donc c'est devenu un pays soi-disant socialiste. Donc évidemment il y avait deux blocs, il y avait bloc socialiste et bloc capitaliste. Donc quand on tourne le dos à un pays capitaliste, donc on va tout de suite vers un autre pays. Donc il était dans le giron de, disons, de la Russie et de la Chine et tout. Et le Mali, en fait, donc sous son impulsion, le Mali a pris les mêmes habitudes politiques que ces deux pays-là. Bon. Évidemment, il y a du bon, il y a du mauvais là-dedans. Mais ce qui était bon, en tout cas, c'était de pouvoir galvaniser la population pour qu'elle construise des choses dont on a besoin. Donc des hôpitaux ont vu le jour, des dispensaires, des maternités, des écoles. Donc par exemple, quand il y a eu l'indépendance, d'après ce que j'ai lu, d'après ce que j'ai vu, la scolarisation des enfants était à peu près à 9%. Sous Modibo, c'était à 89%. Donc il a mis un paquet là-dessus. Donc il a fait faire aussi des sociétés d'État où les gens qui n'avaient pas de travail ont pu trouver du travail. Donc voilà, ça c'est vraiment l'acquis que Modibo Keïta a apporté parce qu'il n'y avait rien de tout cela. Bon, évidemment, bon, quand il est parti, bon, il y a aussi des côtés que les Maliens n'ont pas beaucoup apprécié parce que ça ne fait pas partie de notre fonctionnement. C'est cette façon de tout hiérarchiser et de demander aux gens de passer par des kolkhozes, par des machins pour pouvoir se trouver à manger, par exemple. Est-ce que ce n'est pas le système communiste qui l'influençait ainsi? Exactement. Et ça ne répondait pas à la culture africaine du Mali et malienne, quoi. Tout à fait. Ça ne Alors, répondait pas vous écrivez un livre sur le Mali, hein, vous parlez d'Alfie, oui, qui est cette jeune fille qui a vécu les atrocités du Mali, dans ce livre que vous appelez Destinée, Dakar. Et quel est le contenu réel de ce livre et de l'histoire que vous nous racontez ici? Est-ce que le contenu reflète la réalité? Oui et non. Oui et non, parce que bon, c'est un roman, mais c'est inspiré de la réalité. Bon. Pourquoi j'ai écrit ce bouquin? Très franchement, il m'est venu comme ça par hasard. Dans mon laboratoire, puisque j'ai travaillé comme informaticienne au Collège de France, je vous disais, et puis à l'École normale supérieure. Donc à l'époque, j'étais au Collège de France. Donc dans mon laboratoire, il y avait une restructuration. Et par rapport à cette restructuration, il y a eu des problèmes entre les gens qui travaillent dans le labo. Parce que quand il y a restructuration, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont quitter leur poste pour laisser la place à d'autres, puisqu'on resserre les choses, il faut partir ailleurs. Donc ça a posé vraiment des tas de problèmes.
Et à partir de là, les gens passaient leur temps à, excusez-moi le terme, à se crêper le chignon. Et un jour, on est allé déjeuner. Donc pendant le déjeuner, bon, ils ont continué à faire se crêper le chignon. Et au retour du déjeuner, j'en avais assez de cette situation. Je suis rentré dans mon bureau, je l'ai fermé à clé. Parce que souvent, ils arrivent, ils tapent, le temps que je dise entrer, ils sont déjà entrés. Donc la discussion est recontinue. Et j'avais pas envie de discuter ce jour-là. Et j'avais pas non plus envie de travailler tellement j'étais un peu déprimée quoi, par rapport à la situation. Et donc je me suis dit, je vais écrire un pamphlet et je vais le distribuer parce que nous avons chacun un casier. Je vais le mettre dans le casier de chacun pour leur dire que ça suffit comme ça. Et donc j'ai commencé à écrire cette chose-là, le pamphlet en question. Et j'ai comme une voix derrière moi qui me dit « Allez, laisse tomber, c'est pas intéressant ». Bon, vous savez, on est africains, nous. Donc, j'ai Vous entendez les voix qui vous disent des choses. Voilà, on les écoute, quoi. Voilà. Ça pourrait être la voix des ancêtres. Voilà, exactement. Alors, donc, je me suis dit, c'est pas possible. Mais j'ai voulu quand même écrire le pamphlet et ça n'a pas marché. Et du coup, ben, j'ai eu peur, j'ai effacé ce que j'ai écrit. Mais comme j'avais pas envie de travailler, je suis restée comme ça et j'ai laissé mes doigts glisser sur le clavier. Et voilà comment cette petite fille, elle est sortie, elle est née. Donc, c'est pas un truc réfléchi. Donc, ce livre, nous recommandons aux gens de le lire. Hein? Ouais. Et on peut le trouver à quel endroit? À l'Harmattan, qui est donc l'éditeur. D'accord. Maintenant, par rapport à l'histoire du Mali, madame, nous allons terminer l'émission, il nous reste 1 minute et demie. Oui. Quel est le souvenir par rapport pour conclure cette émission? Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'histoire du Mali en un mot? L'histoire du Mali actuel? En tout cas, ce que je peux dire, c'est que le Mali actuel, parce qu'il y a eu plusieurs phases, phase de Modibo Keïta, phase de Moussa Traoré, etc., et après Alpha Oumar Konaré et avec maintenant ATT. Ce que je veux dire, c'est qu'un pays ne se développe uniquement par rapport à l'idée politique que ses dirigeants ont de ce pays-là. Donc le Mali a comme fondamentaux l'agriculture, l'élevage, quelques, disons, minerais dans le truc. Ces fondamentaux n'ont pas changé. Alors, quel est votre vœu pour l'Afrique, pour terminer? Mon vœu pour l'Afrique, c'est que l'Afrique ne reste pas morcelée comme elle est, des petits pays, comme ça, Mali, Togo, Sénégal, etc. Tant que l'Afrique va rester comme ça, elle n'avancera jamais. Il faut que ces petits pays-là se mettent ensemble, qu'ils soient un bloc économique, commercial, un bloc d'échange, qu'on supprime la douane, pour que ces pays-là, pour que l'Afrique puisse faire jeu égal avec un pays, avec l'Europe, l'Inde, la Chine, etc. Mais tant que l'Afrique restera comme ça, morcelée, et chaque pays cherchant à toucher, enfin à sortir les marrons du feu, l'Afrique restera toujours sous domination d'une façon ou d'une autre. Sous domination d'une façon ou d'une autre, voilà. Tout en espérant justement que le Mali, par rapport à son exemple, puisse aider l'Afrique à évoluer. Exactement. Merci en tout cas, madame, d'être passée à cette émission. Je vous en prie. Et nous espérons que votre participation aidera l'Afrique à se développer. Ben, j'espère. Nous sommes au mois de la femme et nous espérons qu'est du femme et Dieu le veut. Merci. Merci d'avoir suivi Devoir de mémoire. Merci. Et à jeudi prochain pour un autre numéro. Merci. Merci.